Donc bonjour à toutes, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler justement de comment poser un cadre bienveillant et sécurisant. Je m'appelle Noémie Anliard, je suis accompagnatrice en parentalité positive. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille avec les familles et les petits loulous et ça fait bientôt 3 ans que je propose des réunions de parentalité. Donc c'est un groupe de parents qui se réunit autour d'une thématique où on discute, on échange, c'est une prise de recul, un espace où on se sent soutenu, pas tout seul, et où on se rend compte que, bah oui, effectivement, on vit très régulièrement tous les mêmes choses à certains stades de développement de l'enfant, et que c'est OK. Et comment on peut faire pour arriver à dépasser tout ça, sans se perdre en tant que parent. Voilà, donc je propose ça. Pour aller plus loin dans l'accompagnement, je propose des rendez-vous individuels où là j'accueille les parents pour aller plus profondément dans leur histoire, leur vécu, leur schéma familial, leur schéma familial actuel et ceux dans lesquels ils sont nés. Ça peut être aussi l'équilibre parental, voilà, tous les besoins que le parent y ressent, qu'il a envie d'exprimer. C'est aussi quel parent j'ai envie d'être et pas quel parent je subis. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut enlever de ce qu'on a connu et dans ce qu'on veut faire. Pour aller encore plus loin dans l'harmonie familiale, c'est aussi apprendre aux enfants à réguler leurs émotions, à parler d'intimité, de consentement, de rapport au corps, des conflits. Et donc, c'est pour ça que je propose des ateliers pour les enfants. Donc, ça va être des lectures, ça peut être des ateliers créatifs, ça peut être des ateliers de respiration, tout pour la régulation émotionnelle, gros sujet, les émotions. Du coup, il y a énormément de choses à faire et aussi pour soutenir les parents sur des discussions qui ne sont pas toujours simples. L'intimité, le rapport au corps, le consentement, on n'a pas tous appris. Et du coup, comment on l'inculque à l'enfant et comment en même temps le parent, tiens, il se dit sur ça, je peux faire, il y a des supports, des ouvrages, etc. que je peux proposer, conseiller, etc. Donc voilà pour ma présentation. Je ne voulais pas prendre toute la place de la présentation sur la conférence, mais voilà en gros ce que je fais. J'interviens aussi dans les écoles et aussi là j'ai des projets pour travailler avec les librairies. Donc pareil, toujours pour offrir un petit peu aux enfants des idées de lecture, etc. et surtout ouvrir les discussions. Donc aujourd'hui, nous allons parler comment poser un cadre bienveillant et sécurisant pour nos petits loulous. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un cadre? Un cadre, on croit très souvent que c'est rigide, que c'est contraignant, que ça ne bouge pas, alors que pas du tout. Parfois, on peut se dire que tiens, moi, j'ai pas du tout aimé le cadre que j'ai reçu, c'était trop rigide, etc. Je n'en mets pas. Mais c'est pas du tout non plus ce que l'enfant il a besoin. Il a besoin d'un cadre, mais d'un cadre où il sent que sa vie elle est protégée, que son espace d'exploration est OK, il se sent en sécurité affective et physique, ni contraint. Et où l'expérience, les petits bobos, les erreurs, les échecs, c'est OK, ça fait partie de l'expérimentation, de l'expérience, etc. Donc ce cadre a 3 caractéristiques essentielles. C'est un petit peu flou la phrase du bas, mais à chaque fois je vais vous la dire. Donc voilà. Le cadre, c'est hyper important qu'il soit assez large pour permettre l'exploration. Large dans un espace physique, c'est-à-dire que l'enfant, il est par exemple dans un parc, il faut qu'il puisse bouger, courir, sauter, grimper comme un enfant, mais que ce ne soit pas genre un tout petit truc où il n'a pas le droit d'aller au-delà parce que ça ne sera pas possible pour lui, il va forcément aller au-delà du cadre. Donc assez grand pour qu'on puisse lui permettre une sécurité physique et affective, c'est-à-dire j'ai confiance en toi, que tu sois dans cet espace-là, mais par contre pour ta sécurité physique, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin que tu ne t'approches pas de l'eau, j'ai besoin que tu ne montes pas à 2 mètres de hauteur sans que je sois en dessous, des choses assez basiques, mais que l'enfant a besoin d'entendre et que ce soit logique pour lui. Le cadre, il a besoin d'être évolutif en fonction de l'espace, en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de ses moments de découverte. Il y a des moments où il sera très calme, très posé, puis des moments où il aura besoin de grimper, de sauter. Voilà. Ça dépend dans quel environnement dans sa tête il est, dans quel mood il est. Et donc, voilà. Donc, on adapte, le cadre est évolutif. Parce que ce qui est limite à un enfant de 18 mois ne sera pas la même limite pour un enfant de 4 ans. Ils ne seront pas du tout dans les mêmes capacités de tenir ce cadre, de le respecter, ni dans la même capacité de l'entendre ou dans les mêmes choses qu'ils ont envie de découvrir à ce moment-là. Le cadre, il doit être logique et compréhensible. Logique, l'enfant, il a besoin de comprendre que les limites, les règles,
le fait de les respecter, ce soit logique pour lui. C'est pas quelque chose qui est arbitraire, c'est pas je n'ai pas envie parce que j'ai peur quand tu grimpes, c'est pas je suis pas disposée, c'est voilà, là j'ai besoin que tu ne grimpes pas plus haut que ma tête parce que au-delà, je ne peux pas te protéger, je ne peux pas te retenir, je ne peux pas t'apporter la sécurité. Là, l'enfant, il comprend que le cadre, c'est pour lui et c'est pas simplement quelque chose d'arbitraire que vous avez décidé que c'était sa règle. Parce que quelque chose d'arbitraire, l'enfant, il ne l'entend pas du tout. Et justement, plus c'est arbitraire, plus il va se dire « Ok, je vais aller tester, je vais aller questionner, je vais aller au-delà et on va voir quelle est la réponse. » Et souvent, on est prêt à notre propre piège parce qu'en fait, à un moment donné, si c'est pas logique, même nous, on s'y perd et quelque chose de pas logique, on ne peut pas l'expliquer. Donc, si on ne peut pas l'expliquer, l'enfant, il ne peut pas le comprendre. Il se veut aussi compréhensible dans le langage. L'enfant, il faut comprendre que l'enfant, il apprend une langue. Il apprend une langue, il apprend le sens des mots, il apprend le vocabulaire, la manière de le dire, etc. Le fait de l'espace temporel, enfin, hier, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il y a 2 minutes, etc. Il ne sait pas, il apprend. Et donc, quand on va lui donner une limite, déjà, il faut s'assurer qu'il l'ait compris, cette limite. Et que surtout, ce soit OK que, en fait, j'avais pas pensé, mais il a peut-être pas tout compris. Un exemple concret, un enfant monte sur une planche qui bascule, et on lui dit, bah là, tu risques de tomber, la branche est en équilibre. Ok, l'enfant, il tombe, il pleure, il s'est fait mal. Plutôt que déjà de lui dire, bah, je te l'avais dit, bon, bah, on sécurise, on lui dit, bah, tu t'es fait mal, je comprends. Donc, on prend en charge l'enfant et surtout, on se dit, bah, voilà, est-ce que déjà, tout simplement, tu avais compris ce qu'était l'équilibre? C'est-à-dire que, est-ce que l'enfant, il connaît ce mot? Souvent, ça m'est déjà arrivé que je disais, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire équilibre, l'enfant? Non. Bon, bah, du coup, il était incapable de descendre de cette planche parce que c'était pas en équilibre, parce que déjà, il n'avait pas compris le sens. Donc, lui, il est dans l'exploration, il va y aller. Et après, il va comprendre les conséquences. Et du coup, on explique, bah, tu vois, en équilibre, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que là, tu vois, c'est en équilibre, c'est le même poids de chaque côté, mais si tu rajoutes ton poids, bam, ça bascule. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ça a basculé, tu es tombé, tu t'es fait mal. Et donc là, il va comprendre la notion. On ne peut pas expliquer concrètement avec des mots simplement l'équilibre, ça se vit. Ça se vit au travers de jeux, ça se vit au travers d'expériences comme ça, de dire bah tiens, essaye cette branche-là quand on sait qu'il ne va pas se faire mal. Par contre, si c'est trop haut, bah voilà, on va lui expliquer et après il va comprendre au fur et à mesure. Donc il a besoin voilà, que ce soit assez large, assez évolutif, assez logique et compréhensible pour pouvoir comprendre le cadre. Donc pour poser ce cadre juste, apprenons d'abord à comprendre qui est cet enfant en face de nous, son moteur et sa nature profonde. L'enfant est un explorateur. C'est un grand explorateur. Il va découvrir son corps et ses limites, son poids, sa taille, qu'est-ce que ça fait en fait, qu'est-ce qui se passe. Il va comprendre l'équilibre, ses capacités du moment. Aujourd'hui, j'arrive à me mettre debout alors que hier, j'y arrivais pas, etc. C'est ce qui va être son moteur aussi de développement. C'est sa capacité à tout découvrir et à n'avoir jamais peur de découvrir. Il découvre son environnement et ses limites. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'environnement de l'équilibre. Bon, il y a un moment donné, c'était en déséquilibre, je suis tombée. Bam, le déséquilibre, c'est ça. L'environnement me l'a fait comprendre. Une branche qui est trop haute, par exemple un enfant qui va monter dans un arbre, il va monter, puis à un moment donné, ah, je l'atteins pas. En fait, l'arbre tout simplement va lui dire pas avec des mots, l'enfant va le comprendre que je suis pas assez grand pour atteindre cette branche. Le parent n'a pas besoin à ce moment-là d'intervenir, l'environnement le fait tout seul. Et ça évite justement d'être la personne qui est contre son exploration. On laisse l'environnement faire tout simplement son travail, de dire bon la branche elle est trop haute. Et si jamais l'enfant y arrive, tant mieux. Mais s'il n'y arrive pas, ah oui, c'est trop haut. C'est pas qu'il est trop petit, c'est que la branche est trop haute. Et ça, c'est plus valorisant aussi, et on va le voir au fur et à mesure. Il est en pleine recherche d'autonomie. Il a besoin de trouver ses propres solutions, il a besoin d'essayer encore, de voir ce qui marche, de réessayer même quand ça marche, d'essayer quand ça ne marche pas, d'essayer de voir, de faire en sorte que ça ne marche pas quand ça marche. Il va tout essayer. Il va essayer de faire des mix, là ça marche pas, j'essaye ensemble, là ça marche plus. Il va essayer plein de choses et c'est super chouette. C'est ce qui fait, encore une fois, qu'il apprend et qu'il a soif d'apprendre. Il va comprendre aussi que effectivement, ça prend du temps, en fait, de l'exploration, d'arriver à faire quelque chose, ça prend du temps. Ça demande des solutions. Un enfant qui veut, par exemple, passer au-delà d'un mur, il va être trop petit. Déjà, on n'intervient pas. On sait que le mur va être trop grand. C'est OK, on attend de voir. L'enfant, il essaye. Ses chaussures, elles glissent sur le mur. On attend. De toute façon, l'environnement va le dire lui-même.
Et après, si par exemple l'enfant a vraiment envie, on peut lui apprendre à chercher ses propres solutions. C'est-à-dire, bah là, tu vois, le mur, il est très haut. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, toi, quand tu te brosses les dents et que le lavabo, il est trop haut? Et là, l'enfant, il va se dire, qu'est-ce que je fais? Soit il va tilter tout de suite, ah, mon tabouret, et il va aller chercher son tabouret. Soit, ah, mon tabouret, mais on est plein milieu de la forêt, je ne peux pas aller chercher mon tabouret. Et dans ce cas-là, comment on l'accompagne? Ah oui, alors un tabouret, c'est pour te montrer, pour t'élever, pour être un peu plus haut. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans cette forêt qui pourrait t'élever? Eh bien, il va aller chercher, peut-être il va aller chercher un tas de feuilles. Et puis, il va essayer. Et puis, ça va s'écraser. Et on va dire, il faut qu'il apprenne en fait, c'est là où il va apprendre. Ah bah oui, quand je prends un truc tout léger comme ça s'écrase. Il peut aller chercher un oreiller si on est dans le jardin, il peut aller chercher plein de choses. Et il va comprendre, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Et surtout, il va comprendre, bah là, il me faut quelque chose de dur. Ok, je prends quelque chose de dur. C'est un énorme caillou. Ok, mais cet énorme caillou, il est beaucoup trop lourd pour moi. Donc, il me faut quelque chose de dur, mais quelque chose de pas trop lourd pour que je puisse le porter. Et c'est là aussi où il apprend encore ce qui est lourd, ce qui n'est pas lourd, ce qui est solide, ce qui ne l'est pas, etc. Et donc, bon, bah, si vraiment il n'y a rien on peut l'aider, lui dire, bah, si tu veux, on peut le porter tous les deux. Ce rondin de bois énorme, on va essayer. On va essayer de le faire rouler. Il apprend qu'on peut faire rouler les choses, pas que les porter. Et du coup, il va, malgré tout, arriver à aller au-delà de ce mur. Il va chercher quelque chose et il va y arriver. Et là, on va valoriser, on va lui dire, bah tu vois, c'est chouette. Tu as trouvé ta propre solution pour y arriver. Tu as trouvé un rondin de bois, on a pu le chercher ensemble. Alors c'est vrai que tu aurais été tout seul, ça aurait été un peu lourd. Mais même pour moi, toute seule sans toi, ça aurait été très lourd. Donc c'est chouette, on l'a fait ensemble. Il apprend le travail d'équipe, il apprend qu'on peut être deux pour faire des explorations. Et ça, c'est super chouette. Il va aussi apprendre la douleur dans les sensations, parce que bah, parfois on tombe et ça fait mal. Mais les petits bobos, ça fait partie de l'exploration. Et les petits bobos, voilà, il va apprendre aussi à relativiser les choses. Il y a des gros bobos, il faut essayer de les éviter. Et puis les petits bobos, bah, les égratignures, les échardes, bah, ça fait partie de l'exploration. Il va découvrir l'échec avant la réussite. L'échec avant la réussite, il va comprendre que bah, en fait, on n'arrive pas toujours du premier coup. On n'arrive pas toujours, tout simplement, même en essayant et réessayant. Parfois, on n'y arrive pas. Mais l'enfant, ça, il l'apprend très bien, en fait. Il comprend, c'est juste, parce qu'en fait, il n'y a personne qui est là pour dire que c'est lui qui n'a pas réussi, etc. Par contre, un enfant qui va avoir du mal après l'échec, c'est un adulte qui aura, malgré lui, dit régulièrement, bah tu vois, l'échec, dévaloriser l'échec en fait. Et ça s'apprend aussi, malheureusement, et ça peut s'apprendre autrement. Il découvre aussi ses émotions, ça peut être la joie d'avoir réussi à déplacer ce tronc d'arbre et d'être enfin passé à travers de l'autre côté du mur. Ça peut être aussi la frustration au début de ne pas y avoir réussi tout seul sans avoir besoin d'aide. Ça peut être la tristesse de ne pas arriver à aller au-delà de cette découverte. Ça peut être énormément de choses. Et donc l'enfant découvre ses émotions et justement c'est à un moment donné où on peut dire bah là tu es frustré, je comprends, et là qu'est-ce qu'on peut faire? Et on accueille, c'est pas ne sois pas frustré ou ne sois pas triste, ok je comprends, t'es triste, bah oui je comprends, moi aussi ça me rendrait triste si j'arrivais pas à faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on accueille l'émotion, mais par contre on essaye derrière de faire autre chose. Donc l'enfant est fait pour explorer et notre rôle ne pas être un obstacle mais être un appui. Un exemple, mon enfant il veut monter à l'échelle. Le réflexe habituel des parents ça va être « Oh non c'est trop haut, non ça me fait peur, non tu vas tomber ». Alors déjà qu'est-ce qu'on dit réellement à l'enfant? Tu n'es pas capable, si tu montes tu vas forcément tomber parce que dans le cerveau de l'enfant il comprend si je monte je tombe, donc si je monte je tombe. Si l'enfant monte et qu'il ne tombe pas, on perd en crédibilité. Déjà, ok, papa et maman ne me disent pas la vérité, ce n'est pas vrai. Je suis capable. Quand je monte, je ne tombe pas forcément. Alors que vous, quand vous avez dit ça, quand le parent a dit ça, et ben en fait, il avait entendu dans son cerveau de parent, si tu montes, tu risques de tomber. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit avec vos mots. Donc du coup, l'enfant, il comprend factuellement les mots qu'on leur dit et donc il ne comprend pas forcément le sens qu'on leur met. Mais parlons un langage pour les enfants, logique et compréhensible, et donc si tu montes, tu risques de tomber. Donc dans ce cas-là, l'enfant, s'il décide de monter quand même, il risque de tomber. Pour le risque de tomber, qu'est-ce qu'on fait? Soit on croit en lui et on peut lui dire, bah ok, essaye, mais je suis là pour ta sécurité au cas où. L'enfant, il va dire, ok, papa et maman, ils sont trop confiants, je vais y aller. Il prend confiance en lui et on l'aide à avoir confiance en lui. Alors il va pas forcément mettre ses mots, mais c'est ce qu'il intègre au fur et à mesure des choses. Et surtout,
je suis pas capable, enfin, tu n'es pas capable, tu es trop petit, tu vas tomber, etc. C'est de la surprotection, de la dévalorisation. Qu'est-ce qu'on veut pour notre enfant? Est-ce qu'on veut qu'il ait confiance en lui, qu'il soit assez capable de connaître ses limites et tout en essayant tout continuellement d'explorer, ou on veut casser la chose de il ait peur de monter un arbre, il ait peur de toucher des fourmis, il ait peur de toucher sa nourriture. Voilà, on n'a pas forcément envie de ça. On a envie justement de respecter son développement. Et donc du coup, on va assurer sa sécurité physique et sa sécurité affective. La sécurité physique, c'est ne monte pas au-delà de la tête de maman parce qu'elle n'est pas assez grande. Elle est trop petite. Non, c'est trop haut pour maman. Je ne peux pas assurer ta sécurité, mais on peut lui proposer, bah, tu vois, papa, il est plus grand. Si tu veux, la prochaine fois, tu monteras un peu plus haut avec papa. Et l'enfant, il se dit, ah, bah, en fait, mon expérience, je vais pouvoir la refaire encore plus haut la prochaine fois quand il y aura papa. Et il y a Tati aussi qui est grande, tu peux aller avec Tati. Et donc, l'enfant, ça lui dit, bah, je peux le faire plus tard, c'est OK. Et là, il est en sécurité. Et si tu as envie de monter, là, je ne suis pas dessous, mais si tu as envie de monter, viens me chercher. Viens me chercher, ne le fais pas sans que je sois là. Du coup, on peut lui expliquer des limites, comme là, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas au-delà de la tête de maman parce que sinon je ne peux pas assurer ta sécurité. L'enfant, c'est logique pour lui. Il peut intégrer que ah, bah, c'est pour moi que maman me dit de ne pas monter si haut. C'est pas contre mon exploration, c'est pas contre le fait que j'ai envie de grimper, c'est le fait que bah, en fait, sinon, il n'y a personne pour me rattraper. Et donc ça, c'est chouette. L'enfant, il intègre très bien. Et surtout, son corps, il apprend. Quand l'enfant, il va grimper, un enfant qui a besoin de grimper, si on lui dit stop à chaque fois, il va forcément toujours avoir besoin de grimper. Soit il va aller au-delà et il ne va pas écouter ses sensations, il ne va pas forcément écouter les limites, il va vouloir quand même grimper. Donc comment on y répond? Un enfant qui veut grimper quelque part où c'est vraiment pas possible, on lui explique, mais par contre il a besoin de grimper. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, si tu veux, il y a la table, et bah, tu peux essayer de monter, descendre sur cette table, c'est OK. Il a besoin de grimper. L'enfant, il a besoin qu'on réponde à son besoin. On ne peut pas toujours y répondre sur l'endroit où il veut, mais on peut toujours dériver et l'enfant, il le vivra très bien. Et surtout, l'enfant, il va comprendre, s'il monte à cette échelle, il va comprendre que « Ah, ma maman, elle s'éloigne », ou papa, hein, mais je dis maman parce que je m'identifie à chaque fois, mais « Ah, maman, elle s'éloigne, ça me fait des sensations dans le ventre, et ah, bah, plus je monte, et plus je vois que maman, elle me lâche pas du regard, donc quand je suis au sol, bah, elle a l'air un peu d'être plus détendue, mais par contre, quand je monte, bah, elle est tout le temps en alerte et tout. » C'est des messages qui passent pour l'enfant. Il voit très bien que vous ne le lâchez pas du regard. Ça porte un message aussi. Mais toutes ces sensations-là, elles sont beaucoup plus comprises par l'enfant qu'un simple non de votre part qui aura arbitrairement stoppé son exploration et donc qui générera de la frustration, qui générera autre chose derrière. Il y a aussi quelque chose que l'on oublie souvent. L'enfant de moins de 3 ans ne comprend pas la négation comme un adulte. À partir de 6 mois, l'enfant commence à comprendre la compréhension du langage. Commence. Mais la compréhension de la négation ne se traite pas comme un adulte avant 3 ans. Et c'est pas à 3 ans, youhou, le ne pas, j'ai tout compris. Non, ça se travaille. Mais donc ça, c'est un travail au quotidien. Mais par contre, c'est important d'avoir en tête que si on dit à un enfant ne touche pas, c'est comme si on lui disait touche. Donc l'enfant va toucher. C'est important de savoir que l'enfant ne traite pas la négation de la même manière qu'un adulte. C'est ni de la provocation, c'est tout simplement de la neurologie. Le message positif est bien mieux intégré et c'est ça aussi l'éducation positive, c'est une des branches de l'éducation positive, c'est de tourner les phrases de manière positive pour que ce soit compris de l'enfant. Je vous avais mis des exemples, ne cours pas, on lui propose on marche, ne crie pas, on lui propose on peut parler doucement. Et en fait, l'enfant, il a plus tendance à comprendre ce qu'il a le droit de faire que ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et ce sera plus facile à lui de le respecter. Que se passe-t-il lorsque malgré tout, l'enfant dépasse la limite que l'on a posée? Quand la limite n'est pas respectée, c'est là où les parents craquent, où ils se disent « mais j'ai tout fait et ça ne marche pas ». On se sent dépassé, on a tendance à penser que l'enfant fait exprès, qu'il nous nague, qu'il fait ça contre nous, etc. Mais pas du tout, c'est tout simplement de l'apprentissage. L'enfant, il apprend, donc l'enfant, il va faire beaucoup d'erreurs avant d'y arriver. Et il va faire beaucoup d'essais et beaucoup de tests avant d'y arriver. C'est pas il teste contre vous, il essaye de comprendre. Tout simplement, déjà, la distraction. L'enfant, il a pu être distrait, tout simplement. Il est en train de jouer, il a oublié la règle. Donc, la limite du parc, il est allé au-delà, il y avait autre chose, il y avait un papillon, il l'a suivi. Bon, il est distrait, ça arrive même à nous, adultes. Donc, c'est OK. Et il y a aussi le manque d'inhibition. Un enfant n'a pas son contrôle inhibiteur avant 4 ans.
Et pareil, c'est pas magique, hein, ça s'apprend et ça se travaille. Et du coup, il a peu de contrôle sur son inhibition. C'est-à-dire, on va mettre par exemple le repas préféré d'un enfant devant son nez, et on va lui dire « Attends que je serve papa et maman ». On se retourne, l'enfant est déjà en train de manger. En fait, on lui a demandé quelque chose d'impossible à cet enfant. C'est impossible pour lui d'attendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? Est-ce qu'on lui met son assiette en premier ou est-ce qu'on ne lui mettrait pas un peu plus loin en lui disant « Tu vois, j'attends, je sers tout le monde et après je te mets ton assiette » parce que déjà, ce sera plus facile pour lui s'il y a de la distance. Ou alors, tout simplement, on le sert en dernier. Mais en fait, l'enfant, qu'on le serve en premier ou en dernier, il ne va pas en faire cas. Si on n'en fait pas cas, il ne va même pas le remarquer. Donc, du coup, c'est aussi faire en fonction de l'enfant et pas attendre que l'enfant fasse en fonction de l'adulte parce qu'il y a des choses que l'enfant ne contrôle pas du tout, dont le contrôle d'inhibition. La curiosité, tout simplement, d'aller au-delà. Par exemple, ne monte pas à cette échelle et ne va pas voir là-haut. En fait, déjà, l'enfant, il va se dire « Tiens, j'avais pas eu l'idée, mais du coup, on m'a donné très bien cette idée, je vais y aller. Je l'avais pas vu cette échelle, je l'avais pas vu cette pièce, mais je vais y aller. » Et tout simplement, même si on n'en a pas parlé et que l'enfant voit, il va se dire « Mais moi, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans cette pièce fermée, là, en haut des escaliers. » Et il va peut-être y aller. Un manque de contrôle d'inhibition aussi, et de la curiosité qui est aussi la base du développement de l'enfant, c'est sa curiosité à aller vers les choses. Tout simplement aussi la curiosité de dépasser la limite, de dire mais alors quand je vais au-delà de cette limite, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, quelle est la réponse de mon parent? Je commence à monter cette échelle et puis je regarde mon parent et puis j'essaie de voir si j'ai bien compris cette limite et qu'est-ce qui se passe. C'est à nous, parents, d'avoir à ce moment-là une réponse qui est logique et qui est cohérente et stable. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours cette même réponse. C'est pas parce que notre enfant nous fait rire qu'il est trop mignon en montant cette échelle que la règle a changé. Parce que ça lui apporte comme message que s'il sourit, s'il minaude ou si je sais pas quoi, c'est ok pour lui de dépasser la règle. Non, c'est stop en fait. C'est pas ok parce que là, j'ai pas envie que tu montes là-haut, c'est pas un endroit adapté, etc. Peu importe. Peu importe la raison, vous avez fixé cette base. Peu importe le comportement de l'enfant, soyez stable. Lui, il n'attend pas forcément de monter à cette échelle, il attend de comprendre pourquoi il ne peut pas y monter. Est-ce que c'est toujours la même réponse s'il essaye quand même? Parfois, c'est pas après qu'il va voir ce qu'il a envie de comprendre. C'est cette règle-là. Donc, du coup, de la stabilité dans les réponses et de la cohérence. Il y a aussi une recherche d'indépendance. L'enfant, il a besoin d'affirmer ses choix, d'affirmer, de dire « mais si, j'ai envie d'y aller, donc j'ai envie d'y aller, j'affirme mes choix, j'ai envie de le faire ». Il veut reprendre du pouvoir personnel, donc qu'est-ce qu'on fait pour ces limites, ces règles? Comment on fait pour répondre aussi à son besoin d'autonomie et son besoin d'indépendance? Souvent, les parents, 2 ans, 4 ans, des stades assez clés de l'indépendance de l'enfant, se sentent dépassés, mais je lui dis non, mais il fait quand même, et je fais ça, nanana. En fait, tout simplement, c'est qu'on oublie ce côté-là d'indépendance. Il est en recherche d'indépendance. Comment on y répond malgré tout, sans non plus le laisser monter à cette échelle? Et comment on y répond? Donc ça peut être tout simplement, je comprends, tu as envie de grimper, etc. On prend en compte la chose. C'est pas que je ne veux pas, c'est que là, en fait, tu vois, c'est pas chez nous. Et en fait, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et en fait, même moi, j'ai pas le droit d'y monter. Et l'enfant va se dire, ah ok, donc c'est pas moi directement, c'est une règle pour tout le monde. Ça peut être des choses comme ça, tout en prenant en compte, voilà, cette recherche d'indépendance et d'autonomie. C'est pas, je sais que tu sais le faire, je sais, peu importe. L'enfant, il a besoin de comprendre, ok, là, c'est pas que je peux pas, c'est pas contre moi, c'est vraiment une règle générale. L'incompréhension, il n'a pas assimilé la consigne. Souvent, la règle soit a été dite de manière négative, soit avec un vocabulaire qu'il ne comprend pas. Ça peut être plein de choses en fait pour qu'il n'ait pas compris l'enfant. Soit il est en train de faire autre chose et il ne vous a pas du tout écouté, même s'il était là et qu'il avait ses oreilles ouvertes, mais il n'a peut-être pas non plus assimilé la consigne. Et des fois aussi, ça va être un peu trop flou. Par exemple, dans un parc, dire ne va pas au-delà de cette limite, l'enfant, si c'est trop flou, il va avoir du mal avec tous ces critères-là, de ne pas aller au-delà, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de marquage au sol qui lui dit « stop, arrête-toi là ». L'enfant, des fois, ça va être un peu trop flou. Donc, comment on fait pour formuler quelque chose, une limite qui est claire? On peut le faire ensemble, on peut faire quelque chose de plus visuel, pas après les 2 arbres, par exemple, ou pas au-delà de, je sais pas, des fleurs jaunes. Quelque chose qui est plus visuel pour l'enfant, où là, ça correspond mieux à son cerveau et à sa manière de comprendre. Face à la transgression, notre premier réflexe change absolument tout. Le plus important, c'est d'aller vers l'enfant, lui rappeler la consigne de manière
calme et ouverte au fait que l'échec et les erreurs font partie de l'apprentissage et de la découverte. On lui réexplique l'espace autorisé et on le laisse repartir. Je faisais le mauvais mot. On le laisse repartir. C'est hyper important. L'enfant, il a besoin de jouer. En fait, il n'a pas besoin de vous écouter pendant des heures. Il a besoin de jouer. Donc, on réexplique la règle, hop, on y retourne. Et on lui fait confiance. On peut lui dire, je te fais confiance pour que tu respectes cette règle. Et souvent, quand on lui met cette petite mission de confiance, l'enfant, il se dit, j'ai pas trop envie de décevoir mon parent, donc j'ai envie qu'il m'aime, j'ai envie d'être bien à ses yeux. Enfin, les enfants, ils ont envie d'être valorisés. Donc, il va faire peut-être plus d'efforts avec juste simplement cette petite phrase. On lui explique où il peut aller et non pas où il ne peut pas. Parce que si je vous dis ne pensez pas à un plat de nouilles, je pense qu'on va tous penser à un plat de nouilles. Alors que si je vous dis une règle formulée de manière positive, bah, vous saurez ce que vous pouvez faire et pas ce que vous ne pouvez pas faire. L'éducation positive, c'est pas l'absence de limites, c'est des limites proposées en langage d'invitation et non pas d'interdiction. C'est ça toute la différence. On ne peut pas empêcher l'enfant de tester, mais on peut choisir comment on lui répond. Communiquer sans crier. L'enfant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il comprend énormément de choses de votre faciès, de votre langage corporel. Et c'est vraiment le premier langage de l'enfant. C'est le premier langage qu'il connaît d'ailleurs. Votre langage corporel. Et du coup, on est des êtres sociaux, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les émotions des uns font générer des émotions des autres. Un mouvement de panique, c'est quelqu'un qui a eu peur et qui a fait peur à toute l'assemblée. Pourtant, personne ne s'est parlé, hein. C'est juste du langage corporel. Quelqu'un qui va être très en colère, ça peut générer de la peur chez un, ça peut générer de la tristesse, ça va générer des émotions chez chacun qui vit cette émotion de l'autre. On est des êtres sociaux, notre langage corporel a vraiment une utilité et un impact. Donc chez les enfants, en fait, des fois, on n'a pas besoin de parler. Un visage ouvert, c'est un visage où l'enfant, il va se dire, bon, bah là, mon parent, il est OK, ça a l'air d'être une invitation à mon exploration, c'est OK, je peux le faire. Un visage qui est fermé, l'enfant, il va se dire, déjà, premièrement, il va se dire, oh, c'est pas très agréable, c'est bizarre, peut-être c'est pas OK, parce que d'habitude, quand c'est pas OK, ils font toujours cette tête-là. Donc, du coup, parfois, ça veut pas dire qu'il va pas réessayer, ça veut juste dire que déjà, il a remarqué que ce n'était pas un visage ouvert. Parfois, il va se dire « Ok, c'est fermé, j'ai compris la consigne, je n'y vais pas ». Soit il va se dire « Ok, est-ce que ça veut bien dire ce que ça veut dire ? J'essaye, je regarde papa et maman qui m'ont dit de ne pas toucher ce placard et je les regarde. » Et c'est toujours la même réponse « Ok ». Et donc, à force de ces réponses-là, il va comprendre que « Ah oui, à chaque fois qu'il y a cette tête-là, ça veut dire que c'est ok ». Et ce « ne pas », ça veut peut-être dire comme le « non », ça veut peut-être dire la même chose. Donc, on a posé le cadre, on a communiqué calmement et pourtant, il recommence. Pourquoi ? Pourquoi l'enfant transgresse ? Eh bien, en fait, on l'a déjà dit, la distraction, le manque d'inhibition, la curiosité, l'indépendance, l'incompréhension, tout ça, en fait. L'enfant, il refait, vous avez beau faire même les choses bien, il n'y a pas de solution magique. C'est pas parce qu'on met en place tous ces éléments que, paf, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus... Non, en fait, ce sera la même chose, mais par contre, ce sera de manière saine. L'enfant, il comprendra, en fait. C'est pas linéaire, il comprendra ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, et tout simplement. Donc, accompagner cet apprentissage, c'est de la confiance, de la bienveillance, de la communication, et non pas des cris, des violences, de la rupture. C'est sans stopper l'exploration, c'est tout simplement on l'accompagne. Mais accompagner, ça ne veut pas dire tout valider, ça veut aussi savoir stopper l'enfant, mais de quelle manière ? On ne le stoppe pas pour le stopper, on va limiter certaines actions. Ce n'est pas une rébellion à anéantir, mais une poussée de croissance à accompagner. Les punitions. Pour vous parler des punitions versus les sanctions. Les punitions, l'exemple que je voulais vous donner, c'est un enfant tape sur un autre enfant. En fait, quand on va punir un enfant qui a tapé un autre, on ne prend pas en charge les deux enfants, ni celui qui a tapé, ni celui qui a été tapé. On va y avoir des conséquences arbitraires parce que la punition, ce sera en fonction de l'adulte. Il y a un adulte qui va crier, il y a un adulte qui va punir à mettre dans un coin, il y a un adulte il y a des adultes qui ont de la violence physique aussi. Donc, c'est des conséquences arbitraires et non pas en lien avec le fait. Il n'y a aucun dialogue, on ne laisse pas la place à l'enfant de s'expliquer de quoi que ce soit. Il n'y a pas de valeurs qui sont transmises, puisque comme il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de message qui passe.
le lien est abîmé, voire brisé, l'enfant qui a tapé, pour lui, avait peut-être une raison de le faire. On n'a jamais une raison de taper, mais les enfants, parfois, il y a une réaction. Il m'avait pris mon jouet. Ben, l'enfant, il n'a pas la possibilité de dire « il m'avait pris mon jouet ». Et on ne peut pas surtout lui proposer une autre alternative. Puisqu'on l'a puni dans un coin, c'est tout. Donc en fait, on n'a rien pris en charge. Il y a un sentiment d'injustice, de ne pas être pris en compte et de ne pas être écouté. Et surtout, ça facilite l'envie de se venger, malheureusement. Alors que les sanctions, les deux parties sont prises en compte. Une sanction, ça va être simplement qu'est-ce qui va se passer en conséquence de mon fait. L'enfant, il ne va plus vouloir me parler, l'enfant, il ne va plus vouloir jouer avec moi, et du coup, c'est la conséquence de mon acte. C'est ma sanction, en fait. Donc, le dialogue est ouvert, ça peut être... à ce moment-là, il y a un adulte qui vient et qui explique, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as ressenti le besoin de taper cet enfant ? Cet enfant va peut-être dire, il m'a pris mon jouet. Ok, mais dans ce cas-là, comment tu aurais pu faire ? Est-ce que tu lui as demandé déjà le jouet ? Parfois, l'enfant, il va dire non, donc déjà, on aurait pu commencer par là. Soit il va dire oui, mais l'enfant ne me l'a pas donné. Et l'enfant, en fait, il est impuissant, le premier enfant. Je lui ai demandé, il ne me l'a pas demandé. Ma seule raison, c'est une violence. Je suis en colère, besoin de mouvement. Bon, c'est parti dans des coups. Mais du coup, on va apprendre à l'enfant à faire différemment. Donc, tu aurais pu lui demander. Là, l'enfant, il a pris en compte ce que tu lui as dit. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Aller chercher un adulte, le redemander plus fort, lui prendre des mains, tout simplement. Si tu veux le récupérer, tu as le droit de le prendre des mains. En fait, il y a plein de choses comme ça. Et l'enfant, il va comprendre qu'il y a autre chose que la violence face à une colère. Donc, le dialogue est ouvert, les valeurs sont expliquées, le lien est intact, le lien de confiance avec l'adulte, parce qu'en fait, il a été pris en charge par l'adulte. Il a de quoi faire, il a des solutions pour si ça devait arriver, il a de quoi faire, en fait. Il sait comment réagir. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire du premier coup, ça veut dire que déjà, il a la théorie. Il a le sentiment d'être compris, et ça facilite la réparation. Et la réparation, ça répare les deux parties. Quand un enfant qui a fait mal à un autre répare, ça répare celui qui a fait, et ça répare celui qui a subi. Et donc, dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de vengeance, il y a beaucoup moins de violence, et la fois d'après, ça aurait peut-être été géré différemment. L'enfant comprend du coup qu'une action peut avoir des conséquences. La réaction de l'adulte, donc face à tout ça, c'est de la cohérence. Il faut que la réaction elle soit cohérente, que les règles aient du sens, donc pas arbitraire, mais juste et logique. Il faut que la réaction de l'adulte, ce serait bien, pas il faudrait, on va arrêter les injonctions, mais ce serait bien, que la réaction de l'adulte soit compréhensible, des explications courtes liées à son développement, à son niveau de langage, etc. Et qu'elle soit bienveillante, pas de cris, pas de punition ni de violence de toutes sortes, mais plutôt du calme, de la cohérence et établir un lien de confiance. L'enfant, il apprend en fait, il a besoin de comprendre. Et du coup, il a besoin d'être accompagné, il a besoin de vous. Mais un parent qui craque, un parent qui crie, ça va faire un enfant qui craque, un enfant qui crie. Et du coup, qui aura tort et qui aura raison ? L'enfant qui imite, parce qu'il sait faire que ça, à la base, c'est comme ça que fonctionne l'humain, ou l'adulte qui a fait ça et qui après attend une autre réponse de son enfant. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça qu'on apprend à faire différemment, à se dire, mais moi, j'aurais aimé quoi quand j'étais petit, par exemple ? Sûrement que j'aurais aimé de la cohérence, de la compréhension et de la bienveillance quand j'ai fait des erreurs et quand des fois j'ai tapé mon copain ou ma copine qui m'avait pris mon jouet. L'enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un parent présent. Donc si on retenait juste ça, l'enfant ne cherche pas à nous résister, il cherche tout simplement à grandir, à comprendre. Notre rôle de parent, lui offrir un cadre bienveillant, de confiance, de la cohérence, lui dire où il peut aller et pas où il ne peut pas. C'est bon. Valoriser qui il est, pas seulement ce qu'il fait, tant pis pour le stylo. Sanctionner sans punir, expliquer sans crier, être là, calme, présent, bienveillant. Ni parfait, ni infaillible, juste là, ensemble. L'enfant, il a besoin de liens, il a besoin de confiance et il a besoin que vous soyez là, que l'amour soit inconditionnel, malgré les erreurs, malgré les colères, malgré les mauvais pas, malgré tout ça, il a besoin quand même de sentir qu'il est aimé. Parce qu'être parent, ça s'apprend ensemble. Et du coup, je vous remercie à toutes d'avoir été là pour la conférence. Je voulais finir sur cette phrase, l'enfant fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a et nous aussi. Ça, c'est hyper important de se rendre compte. Voilà, plus il sera outillé, cet enfant, et plus il arrivera à faire bien. Mais pour être outillé, il faut que nous aussi, parents, on soit outillés pour que l'enfant puisse l'être. Donc, on est le premier modèle de nos enfants. Donc, quel modèle sommes-nous ?
une énorme introspection, parfois de la déconstruction, reconstruction, mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vous remercie à toutes pour cette conférence. Est-ce que vous avez... De rien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bah oui. Combien de fois on rappelle, enfin il y a une transgression, on rappelle, on le laisse rejouer. Combien de fois on rappelle avant de dire, par exemple, je sais pas, il est au parc, on avait dit tu vas pas plus loin que ça. En gros, combien de fois avant de dire là c'est bon Je dirais même pas que c'est combien de fois, je dirais que s'il y a besoin de le redire 10 fois, c'est que peut-être qu'il y a une autre manière de le dire. Peut-être que de le répéter 10 fois, non, ne va pas là, ou le cadre, il est là. Peut-être que c'est juste que cette règle-là, il n'est pas capable de la comprendre de cette manière. Donc, comment on réexplique? On peut dire à l'enfant, viens, on va voir ensemble. Jusqu'où on avait dit, là. Tu peux mettre ta chaussure, tu peux mettre ta gourde, et tu sais que tu ne vas pas au-delà de ta gourde. On peut essayer des choses différentes. Peut-être que l'enfant, il est plus auditif. Peut-être que l'enfant, il est plus visuel. Peut-être que l'enfant, à ce moment-là, il n'a pas du tout écouté, même les 10 fois, parce qu'il a pas... Il sait que maman, elle va redire un truc qui va m'empêcher de jouer et j'ai pas envie de l'écouter à ce moment-là. Donc, comment on fait pour que le message passe? Si vous réessayez 15 fois de la même manière, bah, si ça marche pas, c'est peut-être pas l'enfant le souci, c'est peut-être le message qui ne passe pas. Et du coup, comment on change ce message pour qu'il passe? On rappelle mais de différentes manières à chaque fois. Oui, on peut rappeler différemment. Alors, des fois, on peut le faire, je sais pas, 2-3 fois de la même manière. Si on voit qu'au bout de la 3e fois, c'est exactement le même résultat, c'est scientifique. C'est que la solution n'est pas la bonne. Donc du coup, on refait avant comment je peux le dire différemment. Forcément, il n'y a pas de règle. Des fois, il faudra le dire 150 fois, des fois 2 fois, ça va suffire. Ça dépend vraiment de l'enfant, de la circonstance, de la manière dont il fait à ce moment-là. Il y a tellement de facteurs en fait qu'il n'y a pas de solution. Je ne peux pas vous dire 50 fois et 51 fois, c'est bon. C'est qu'en fait, des fois ça marchera en 10 fois, des fois ça marchera en 2. C'est surtout vous, quel message vous passez à votre enfant et qu'est-ce que l'enfant a compris du message. Ça peut être tout simplement dire, est-ce que tu peux me répéter ce que je t'ai dit? Déjà, on sait ce qu'il a compris. Souvent, c'est, ok, bon bah déjà, il a rien compris. Des fois, il va dire, limite, il va dire un mot sur 2. Ok, donc tu as compris, un mot sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement comprendre? Et souvent, faire reformuler par l'enfant, ça permet déjà de savoir ce que lui, il a compris dans sa tête. Okay. Parce que moi, j'avais entendu dire que si on répétait trop, et qu'à la fin, bon, la tension monte, donc on s'énerve, et qu'en gros, l'enfant se disait, bah, les premières fois où il le dit, c'est pas grave. S'il dit, ah, scientifique, arrête de taper ta sœur, mais que voilà, on le dit calmement, mais qu'il n'y a pas de conséquences. Bah en fait, arrête de taper ta sœur, déjà, ça lui dit tout ce qu'il peut pas faire, mais ça lui dit pas ce qu'il peut faire. Arrête de taper ta sœur, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être lui, il a peut-être sa raison dans sa tête d'enfant. Hein. Et elle m'a pris mon jouet, surtout si c'est une petite sœur, les petits frères et les petites sœurs, ils prennent les jouets. C'est dans leur développement d'enfant. Donc, chacun a son développement, mais un enfant de 4 ans ne peut pas comprendre le développement d'un enfant de 2 ans. On ne peut pas lui demander les mêmes compétences qu'un parent. Donc, lui dire déjà, bah, tu vois, ta petite sœur, c'est compliqué pour elle. Dès qu'elle voit un truc, elle a envie de le prendre. Et puis, tu vois, ton jouet, il a l'air super chouette, elle te le prend des mains. Oui, je comprends, c'est pas agréable. Et tu as le droit de lui reprendre. Mais par contre, c'est pas OK de taper. Donc du coup, comment tu peux faire? Et on lui donne des solutions de ce qu'il peut faire. Ne pas taper, ok, mais l'enfant, il n'est pas capable de dire, mais je fais quoi? L'enfant, il attend de vous que vous lui disiez ce qu'il peut faire. Ne pas taper, ok, tu n'as pas le droit de taper, ça c'est pas ok de taper ta sœur pour récupérer ton jouet. Par contre, tu peux lui demander, tu peux lui prendre des mains, tu peux venir nous chercher si tu n'y arrives pas. Il y a plein de solutions. Qu'est-ce qu'on lui encourage à faire? Et pas lui dire tout simplement ce qu'il ne peut pas faire. Il y a d'autres questions? C'était limpide alors. Et bah top. Bon bah du coup, c'est bon, il n'y a pas d'autres questions. C'est bon. Ok, bah merci à vous en tout cas.